Alors, merci beaucoup à Greg pour l'organisation de ce festival Slow. Merci pour cette invitation. Et puis merci pour le chapiteau, qui est un lieu vraiment sympa, vraiment chouette. J'ai eu l'occasion d'y passer quelques très très chouettes moments et j'espère qu'avec vous aujourd'hui, on passera un moment sympa aussi. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'être là. Il y a 7 ans, j'étais fraîchement devenue végane avec des convictions écologiques et je pensais pouvoir sauver la planète en arrêtant de manger des produits animaux. Mais entre deux, tout ne s'est pas passé comme prévu et je ne suis pas devenue une activiste militante. Au contraire, je suis tombée amoureuse des traditions alpestres ancestrales. Et là, j'ai dû revenir en arrière et voilà 5 ans que je remange de tout parce que je trouve que consommer des produits animaux, c'est plus écologique que d'être végane. Alors, cette déclaration étonnante, qui est, je l'avoue, à contre-courant, elle va nous conduire au fil de toute cette conférence. Mais avant de démarrer, je dois quand même vous avouer, ma plus grande faiblesse, c'est la prise de parole en public. Alors voilà, je vais utiliser cette faiblesse au mieux, en espérant vous apporter quelque chose qui soit chouette et que je puisse vous transmettre tout simplement ce que j'ai sur le cœur. Ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est pas la preuve par A plus B que j'ai raison, du tout. J'ai envie d'apporter une réflexion qui reste ouverte, que je vous dépose simplement, avec laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous soyez en accord avec ou pas du tout. Et rassurez-vous, si vous êtes végétarien ou comme je l'étais, végane, je respecte vraiment profondément vos convictions. C'est des convictions que j'ai portées aussi dans mon cœur. Je les comprends. Et même, pour tout vous avouer, lorsque je mange avec quelqu'un qui ne mange pas de viande, par respect, je ne mange pas non plus. Voilà. Alors, voyez, on voit, hein, je suis un peu tremblante, mais ça passera. L'élevage pastoral, qu'est-ce qu'il a de différent de l'élevage industriel? Alors, l'élevage pastoral, qu'on appelle aussi l'élevage extensif, c'est l'élevage au sein duquel l'animal va vivre sur la vraie terre et manger de l'herbe pour de vrai, dans les pâturages, au printemps, en été, souvent à l'alpage, et puis il va redescendre en plaine pour l'automne et pour l'hiver. Une partie des animaux donc monte à l'alpage, une partie reste en plaine, mais cette transhumance de monter et de redescendre a beaucoup de sens ici en Gruyère et dans presque toute la Suisse en fait. Elle est le vestige d'une société qui savait vivre au rythme de ses animaux, mais aussi au rythme de ses cultures et au rythme de cette complémentarité qu'il y a entre les animaux et les végétaux. Ceux qui sont ici et qui connaissent quelqu'un qui est à l'alpage en ce moment, est-ce que vous pouvez lever la main? Une grande majorité. Ceux qui ont déjà fait une saison d'alpage, est-ce que vous pouvez aussi lever la main, s'il vous plaît? Grande majorité aussi. Donc on peut voir que ces traditions sont vraiment ancrées chez nous. Ce sont des coutumes qui sont importantes et c'est des coutumes qui ont un vrai sens parce que les animaux vont manger en fait en plaine pendant que l'herbe est disponible et quand il n'y a plus d'herbe en plaine, ils vont monter à l'alpage et à ce moment-là, il y aura de l'herbe de nouveau disponible sur la terre. Ils vont pouvoir la manger. Pendant ce temps, le paysan peut récolter de quoi donner à manger à son troupeau pendant l'hiver. Il n'a pas besoin d'importer de la nourriture qui vient de pays étrangers. Il n'a pas besoin forcément de cultiver de la nourriture pour son troupeau, quoique ça se fait quand même de manière très répandue. Et en général, en Suisse, c'est la plupart du temps le paysan qui cultive pour son propre troupeau. Donc, ce n'est pas forcément des produits qui viennent de loin. Mais l'Occident fonctionne à partir de l'abstrait, à partir de l'intellectuel. On crée des concepts et ensuite on les applique d'une manière assez systématique. Et ça, c'est vraiment un ancrage dans la culture occidentale de réfléchir de cette manière, d'abord intellectuelle, créer un concept et puis l'appliquer. Alors, on crée des systèmes qui sont très bien pensés, qui sont très bien polis, qui plaisent à l'intellect de l'être humain, mais qui, en tout cas pour l'agriculture, on a créé un système qui est bien éloigné des logiques du sol, de la terre et des animaux. Un exemple de concept abstrait, la table, souvent un plateau, des pieds, souvent du bois. C'est un concept
qu'on peut généraliser et les tables qui ne sont pas faites de cette manière sont plutôt des exceptions. Il en va de même pour l'élevage, les animaux, la terre et l'homme. Quand on s'y intéresse de près, on voit que tout fonctionne de manière complémentaire, que tout s'imbrique comme un puzzle parfaitement assemblé. Mais quand l'homme décide que l'image rendue par le puzzle doit être simplifiée, optimisée, et qu'on devrait mettre par exemple toutes les pièces vertes à droite et puis toutes les rouges à gauche, alors on obtient quelque chose de très défini, de très logique. Ça nous plaît beaucoup, simplement le rendu du puzzle au final, on l'a perdu. Et je crois que c'est ce que la paysannerie subit depuis les années 50. On rationalise, on pense, on applique des paramètres qui sont des paramètres généraux. On les applique dans des zones qui ont des besoins spécifiques. Les paysans ne peuvent plus vivre au rythme des cultures et des animaux. Aujourd'hui, ce sont les animaux qui doivent entrer dans le moule et qui doivent suivre notre rythme. Et notre population, qu'on appelle de manière générale l'Occident, on doit aussi quand même se rendre compte qu'elle ne représente à peu près que 20% des habitants de cette planète. Nous avons une manière de vivre qui est éloignée de la Terre, qui est éloignée des animaux, mais nous ne sommes de loin pas la majorité, et ce que nous vivons, nous ne pouvons pas l'imposer au reste du monde, et peut-être que c'est à nous de nous remettre aussi en question. Chose qu'en Occident, on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais quand on regarde comment les choses se passent ailleurs, ça peut aussi valoir la peine d'en apprendre quelque chose. Le paysan, donc l'éleveur aussi, c'est l'homme du pays. Paysan, polyvalent, qui maîtrisait tous les travaux de la ferme, du verger au champ, en passant par les animaux. Il est devenu aujourd'hui l'exploitant agricole, terme subtil qui remplace le paysan. Jusqu'aux années 50, la paysannerie était diversifiée, autonome. Les outils qui étaient utilisés étaient souvent conçus par les paysans eux-mêmes avec une grande intelligence. Et ils étaient réparables, sur place, par les paysans aussi. Et puis, l'industrialisation agricole est arrivée. Elle s'est mise en route et elle a marché vers la paysannerie locale, vers la paysannerie traditionnelle, et elle l'a engloutie tout entière avec son beau concept d'exploitation des matières premières. Je pense que le paysan mérite de retrouver sa vraie valeur ainsi que sa fierté. Et c'est pour ça que je n'emploierai pas le terme d'exploitant agricole, mais que j'emploierai fièrement le terme de paysan. Et avant de continuer, j'aimerais vous lire un texte qui a été écrit en 1958 pour le livre du soldat par le département militaire fédéral. Paysan, l'homme du pays. Que serait le pays sans paysan? C'est lui qui tourne et retourne la terre. C'est lui qui nous donne le blé, le fromage, le vin. C'est lui qui nous nourrit. Des fermes du plateau, aux champs de seigle de la montagne, des beaux vergers de la plaine, aux maigres parcelles de coteaux, c'est le paysan qui durement travaille pour que nous ayons du pain sur la table, des fruits, des légumes, pour que nous puissions manger à notre faim. Sans doute, en temps de paix, quand tous les produits du monde entrent chez nous sans difficulté, ne mesurerons-nous pas tout ce que nous devons à notre agriculteur? Il nous semble si naturel de trouver le lait chez le laitier, le pain chez le boulanger et la viande chez le boucher. Si naturel que nous en oublions ceux qui produisent notre nourriture quotidienne. Mais rappelons-nous notre angoisse au début de la dernière guerre. Allions-nous pouvoir vivre des produits de notre sol? Du jour au lendemain, nous avons vu nos jardins d'agrément et nos places de jeu se transformer en plantations de pommes de terre ou de blé. Nous redécouvrions la nécessité première des travaux de la terre, de produits de notre sol. N'oublions jamais qu'en cas de guerre, nous pourrons être sauvés que par notre agriculture. Ce mot « paysan » que tu allais prononcer avec mépris à l'adresse d'un camarade maladroit, prononce-le avec respect. C'est le nom de ton frère nourricier. Aujourd'hui, le paysan doit répondre à des normes. Ces normes les obligent à posséder des machines de plus en plus importantes, de plus en plus grandes et à renouveler leur parc d'outils
plus fréquemment aussi. L'industrialisation les oblige aussi à s'agrandir sans cesse et à avoir de plus en plus aussi d'animaux qui ont maintenant aussi souvent l'habitude de devoir enfermer des animaux dans des hangars, quoi qu'en Suisse ce soit de loin pas la majorité, en tout cas pas pour les bovins, mais ça l'est pour le porc ou le poulet par exemple. De fil en aiguille, ce qui était un animal est devenu une marchandise. Aujourd'hui, on ne tue plus le cochon, on produit du porc. Subtilité de langage encore. Dans les années 90, encore nombreuses étaient les familles gruyériennes qui tuaient le cochon au retour de l'alpage. Cette pratique est aujourd'hui interdite. Le cochon avait un véritable rôle à l'alpage. Il valorisait tous les restes de nourriture qu'on avait en plus au chalet, les restes aussi, le surplus de petits laits dû à la fabrication du fromage. Donc c'est un animal qui a un rôle, qui est utile et qui, au retour de l'alpage, en fait, on le tue pour consommer la viande, et donc il va fournir la viande pour tout l'hiver, pour une famille. Et c'est aussi une pratique écologique, même si dit comme ça peut paraître un peu cru. Mais en fait, nourrir le cochon durant tout l'hiver à l'étable et puis le reprendre à l'alpage l'année suivante nécessiterait qu'on apporte de la nourriture, soit qu'on l'ait cultivé, soit qu'on l'ait apporté de l'extérieur pour qu'il puisse vivre encore jusqu'à l'année suivante. Et cela nécessiterait sans doute aussi des transports plus importants. Donc c'est la coutume habituelle, en tout cas ici en Gruyère, c'était la coutume d'avoir des animaux qui viennent à l'alpage, et puis ceux qui sont une charge pendant l'hiver et qui ne sont pas des animaux qui vont fournir le lait ou les œufs, vont être abattus à l'automne pour fournir la viande pour la famille. Mais avec cette pratique, l'animal avait une vraie valeur, sa vie avait une valeur et sa mort avait une valeur. Ce n'était en rien une marchandise commerciale. Les animaux d'élevage sont de vraies machines à valoriser ce que nous n'aurions pas mangé, soit parce que nous avons trop, ou alors les parties non comestibles des plantes, ou encore les plantes qui sont non comestibles pour l'homme, comme l'herbe. D'ailleurs, en grec ancien, l'herbe se dit kortos, et ce mot signifie l'endroit où pousse l'herbe et où engraissent les animaux. Le vocabulaire des langues anciennes, mais aussi le vocabulaire moderne des langues orientales, est plus pauvre. Il est plus simple et il est plus clair, mais avec moins de mots, il contient beaucoup plus de sens que le français, par exemple, qui est très, très développé avec énormément de mots. Mais le mot herbe en français serait comme une toute petite valise à côté du très grand et très spacieux kortos qui apporte un sens beaucoup plus profond. L'herbe, si nous pouvions la manger, il n'y aurait pas tant de famine sur cette planète. Mais nous ne pouvons pas. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça peut paraître très logique, mais je crois que ça vaut la peine de le rappeler. L'être humain n'est pas un herbivore. Les herbivores valorisent les herbages. Et durant vraiment très longtemps, partout sur la Terre, il y avait une manière de fonctionner qui était comme une boucle. L'herbivore mange de l'herbe et puis il la transforme en précieux nutriments. Par exemple, les vitamines A, D, E et K, qui font tellement défaut à notre alimentation d'aujourd'hui. Ces vitamines sont issues de cette transformation. Les herbivores contribuent également à entretenir les prairies, qui sont des puits de carbone très très importants. La plateforme wallonne pour le GIEC, par exemple, appelle à stopper la diminution des prairies pâturées permanentes, parce qu'elles sont des puits de carbone significatifs et peuvent emmagasiner plus de CO2 que la forêt. Et on doit aussi aux animaux ces pâturages qu'ils entretiennent, qu'ils ouvrent. Ils ouvrent en fait ces paysages, sinon ce serait la forêt sauvage qui reviendrait recouvrir complètement ces espaces. Les animaux pâturent, donc ils ouvrent ces espaces et ils permettent à la prairie de capturer aussi du CO2. Il faut savoir qu'une vache qui mange de l'herbe, c'est une vache qui va produire moins de méthane et de protoxyde d'azote qu'une vache qui mange principalement du soja ou des céréales. Et il faut savoir aussi, et c'est très intéressant, qu'une vache qui a ses cornes va aussi produire moins de gaz à effet de serre qu'une vache qui n'en a pas. Parce que dans le circuit de digestion de la vache, les gaz remontent jusqu'à la pointe des cornes
Et avec son oreille qui est proche de la corne, la vache entend ce qui se passe, sait où en est sa digestion. Elle ne va rejeter le gaz qu'au moment où la digestion est complètement terminée et va donc en rejeter beaucoup moins que sa congénère qui mange du soja et qui est écorné. Et bien sûr, la vache ne peut pas digérer les céréales, donc elle ne peut pas les valoriser en précieux nutriments pour l'alimentation humaine. Donc la catastrophe actuelle avec l'élevage, ce sont ces animaux enfermés, nourris au grain, ces animaux hors sol qui ne fournissent plus les nutriments favorables à la santé humaine, qui ne fournissent plus non plus des déjections qui sont utiles pour la terre, parce qu'il faut savoir aussi que les beuses de vache, disons-le clairement, sont un engrais vraiment utile pour la terre. On va faire un temps de questions à la fin. Ça va pour toi? Ok. Mais souvent, quand on prend conscience que l'élevage s'est intensifié, que les animaux sont enfermés, qu'ils sont mal nourris, on a envie de voir disparaître l'élevage au grand complet et nous luttons contre l'élevage de manière générale. On s'est tellement éloigné du sol. Nous sommes devenus des humains hors sol à quelque part. Lorsque l'homme est devenu plus urbain, la nourriture devait être produite à l'extérieur de la ville. Parce qu'on a bien essayé les troupeaux de vaches en ville, à côté des usines qui mangent les résidus de production du whisky, mais la vache n'a pas supporté et l'être humain non plus. Une ville pleine de déjections animales devient insalubre, même dangereuse, et le lait des vaches nourri de cette manière était aussi devenu dangereux pour l'homme. On ne pouvait plus le boire cru. Le lait cru n'est pas dangereux quand la vache mange de l'herbe, même si elle reçoit des compléments en céréales. Le lait cru est dangereux quand la vache a une alimentation qui ne lui correspond pas. Il devient dangereux quand elle mange majoritairement du soja ou du maïs, ou encore des produits issus les surplus de production industrielle. Et là, effectivement, les vaches tombent malades et produisent du lait qui est issu d'une flore bactérienne malade. Pour pallier à ce problème, qui a commencé à émerger dans les années 40, à partir de 1948, sans jamais remettre en cause l'alimentation de la vache, on a décidé de pasteuriser le lait, et c'est une pratique qui s'est généralisée dans tout l'Occident. L'humain hors sol, séparé de la terre et des animaux, importe sa nourriture. D'abord des campagnes alentours, et puis de plus en plus loin. On importe aujourd'hui notre nourriture du monde entier. L'animal, élevé comme source de nourriture, devient alors une matière première. Il ne reste qu'un pas à faire pour que l'homme hors sol engendre l'animal hors sol. L'élevage industriel ne fonctionne pas en cercle, il fonctionne en ligne. L'élevage industriel fonctionne comme une droite qui part d'un point A à un point B. Le veau qui naît doit devenir une entrecôte qui coûte moins de 20 francs dans une barquette. Le petit porc né sur Caillebotis doit vivre juste assez longtemps pour devenir une bonne viande qui puisse être exportée dans le monde entier. La Suisse est le premier exportateur de porc vers la Chine, par exemple. Alors ça, c'est sûr que ça, c'est insupportable et triste. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit lutter contre l'élevage en entier. L'animal, quand il vit à l'extérieur, que ce soit le cochon, la poule, le mouton, la chèvre, la vache, va trouver sa nourriture sur place, en se déplaçant lui-même. L'animal enfermé dans des hangars nécessite qu'on transporte sa nourriture et qu'on la lui amène. Et c'est ce phénomène, surtout, qui n'est pas écologique, c'est ces kilomètres que fait cette nourriture en avion, en camion, en bateau. Enfin, c'est vraiment ce transport qui est complètement fou. Et ces animaux qui sont enfermés aussi, qui est vraiment quelque chose d'assez triste et de catastrophique aussi au niveau écologique. Si on prend l'exemple du lisier de porc, eh bien c'est quelque chose en Suisse qui pose pas un immense problème écologique parce qu'on a des surfaces qui restent assez petites, mais en France par exemple, en Bretagne, le lisier de porc est un véritable problème écologique. Et là encore, on ne remet pas en cause les porcs élevés dans des hangars sur Caillebotis, parce qu'il faut savoir que le porc, quand il est élevé à l'extérieur sur de la paille, ses déjections ne deviennent pas un lisier polluant. Au contraire, il va nourrir la terre, apporter de l'engrais, fertiliser,
apporter des micronutriments qui permettent aussi à toute la flore terrestre de vivre, ce qui permet un équilibre sain pour la terre et aussi pour les végétaux qui pourront pousser à ce moment-là sur cette terre sans apport d'engrais minéraux, chimiques, etc. L'être humain, une fois de plus, ne cherche pas cette solution. Pour le porc, typiquement, on a construit à côté des élevages de porcs en Bretagne des usines de transformation du lisier censées le rendre moins polluant. Et pire encore, on est en train de faire des recherches pour mettre au point un embiropig, qui est en fait un cochon génétiquement modifié dont les déjections seraient moins nocives pour l'environnement. L'homme ne remet pas en cause sa manière de travailler, il regarde vers le futur et il cherche des problèmes des solutions à des problèmes qu'il a engendrés lui-même. Les paysans, dans cette problématique du bien-être animal et de ces animaux enfermés, sont bien souvent jugés, critiqués et même parfois démolis psychologiquement. On les soutient de moins en moins et ils ont de moins en moins la cote, entre guillemets, auprès de l'opinion publique. Et ça, c'est quelque chose d'assez triste parce qu'en Suisse, il faut savoir qu'un troupeau de vaches, c'est en moyenne 26 animaux, la plupart du temps qui vivent dehors. Donc on est très loin du hangar 1000 vaches ou pire du parc à vaches où on trouve 45 000 vaches aux USA. On devrait plutôt aller à la rencontre de ces paysans, peut-être comprendre leurs problématiques, connaître leur travail, et puis, simplement avoir l'envie d'apprendre pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui fait que si on arrête ça, il y a d'autres problèmes qui vont survenir. Et quand on les rencontre, on peut aussi voir la lueur dans leurs yeux, l'amour qu'ils ont pour leurs animaux, pour cette terre, les 50 heures par semaine, voire plus, qu'ils font sans se plaindre. Il faut rencontrer, par exemple, Christian qui vous raconte qu'il a passé la nuit à l'écurie à veiller sa vache qui tapait, à essayer de comprendre ce qui se passait, à veiller presque comme une mère veillerait sur son bébé. Il faut rencontrer Steve à Châteaudet, qui reconnaît tout de suite quand Addison devient nerveuse et qu'il faut quitter le pré avant qu'elle s'énerve contre moi. Ce même Steve qui a remis sur pied l'abattoir de Châteaudet pour éviter à ses animaux de faire des trajets en camion. L'industrie et la grande distribution ne se soucient probablement jamais du problème de la vache qui tape à l'écurie, encore moins d'Addison qui est nerveuse dans le pré. L'industrie a un quota, un poids, des normes. Et si tu remplis pas les exigences, eh bien on te paye moins. Pourtant, la bête, tu l'as élevée, tu la nourris pareil, depuis sa naissance jusqu'au moment de t'en séparer. Elle ne t'a pas coûté moins et elle ne sera probablement pas vendue moins cher. Par exemple, un éleveur de la région s'est vu privé de presque 700 francs pour une bête pour un motif récurrent. Bœuf trop lourd. Et avant de vous expliquer l'histoire de ce bœuf trop lourd, de cet agriculteur, j'aimerais préciser qu'on trouve aussi dans les magasins, même dans les supermarchés, des viandes issues de l'élevage pastoral. Il faut pas qu'on mette tout dans le même panier, supermarché égale industrie, hors supermarché égale pas industrie, parce qu'on peut aussi trouver de l'élevage industriel chez un boucher, on peut trouver de l'élevage pastoral, mais seulement on ne peut pas les reconnaître. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui nous dit d'où ça vient. Et cet éleveur-là, justement, il produit autant de la viande pour les supermarchés que de la viande pour la vente directe. C'est un producteur qui travaille avec le bourgeon bio et qui m'a expliqué qu'il doit séparer son troupeau en deux. Il ne peut pas élever de la même manière ses bêtes qu'il va vendre pour la vente directe par rapport à celles qu'il va vendre pour la grande distribution. Pour une raison simple. Le veau, quand il naît, il va d'abord se nourrir du lait de sa mère et ce lait va constituer tout ce qui se passe dans la panse, dans les estomacs en fait, du bœuf. Donc ça va apporter toutes les enzymes, les bactéries que le bœuf aura besoin pour pouvoir digérer l'herbe. Il naît en général en automne et jusqu'au printemps, il est nourri par sa mère. Au printemps, il sort, il va commencer à manger de l'herbe qui va contribuer à compléter cette flore bactérienne et enzymatique dans ses estomacs. Par la suite, il va monter à l'alpage, il va redescendre, il va passer
quand il monte à l'alpage, il va en fait après développer une couche de graisse. Et ça, vraiment, dans la vie du bœuf, ça se fait en deux phases. D'abord la panse et ensuite cette couche de graisse. Quand cette couche de graisse est complètement développée, on dit que l'animal est prêt pour après devenir de la viande. Et en fait, la grande distribution impose un poids maximal pour le bœuf. Donc l'animal ne peut pas évoluer sur 2 ans et être prêt en 2 ans parce qu'à ce moment-là, il est trop lourd. Donc le paysan doit tout faire pour qu'en 1 an, son bœuf ait développé à la fois sa panse gastrique qui est absolument indispensable à la digestion de l'herbe et à la fois cette couche de graisse qui est nécessaire pour qu'on puisse abattre l'animal et le vendre. Ils doivent complémenter ces animaux avec des concentrés en céréales qui favorisent en fait ce développement au niveau des graisses et qui fait qu'en 1 an, on peut avoir un bœuf qui est prêt. Cet éleveur donc partage son troupeau en 2 et il aimerait pouvoir avoir qu'un troupeau et le vendre pour la vente directe ou travailler avec d'autres distributeurs, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, il continue de booster ces animaux, même contre son gré, parce que ça lui fait mal au cœur aussi de devoir faire ça. Un autre éleveur qui fonctionne de la même manière, mais pas avec le bourgeon suisse, qui travaille avec Natura Farm, procède de la même manière. Une partie de ces troupeaux sont élevés pour la grande distribution, l'autre partie pour la vente directe, avec des différences similaires. Et lorsque ces animaux partent à l'abattoir, pour la grande distribution, ils partent en camion. Et ils parcourent des kilomètres et des kilomètres jusqu'à Bâle. À ce moment-là, l'abattoir fait son travail et puis rappelle l'agriculteur pour lui dire si ça s'est bien passé, comment ça s'est passé, etc. Et depuis quelque temps, il a un problème qui avant était du temps à autre et qui aujourd'hui est vraiment récurrent. C'est une taxe pour problème au foie et puis une taxe pour défaut au cuir qui apparaît sur presque toutes ses factures. Et il me confie regretter l'époque où il travaillait avec le boucher du village voisin. En cas de souci sur la qualité, il pouvait simplement revenir, regarder avec le boucher, voir ce qui s'était passé et s'arranger à l'amiable. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On l'appelle depuis Bâle, il n'a aucun contrôle, il ne sait pas si ce qu'on lui dit est vrai ou pas, et il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. C'est cet éleveur qui sera taxé sur quasiment la totalité de ses bêtes pour des défauts dont il n'a aucun contrôle. Et puis, il y a le problème du déplacement. Chacun de ces paysans m'a confié avoir vraiment de la tristesse quand leurs animaux partent dans ces camions pour aller jusqu'à Bâle et préféraient largement pouvoir travailler avec l'abattoir local. L'industrie fait aussi pression sur les producteurs d'œufs, par exemple, sur les producteurs d'œufs bio particulièrement, pour qu'ils construisent plus de halles. Ces producteurs ont déjà une grande halle avec 2000 poules et produisent déjà une grande quantité d'œufs, mais l'industrie en veut plus, menaçant de ne plus venir les chercher ou d'imposer des taxes pour le déplacement du camion. Si nous voulons nous opposer à tout cela, ce n'est pas contre l'élevage que nous devons lutter, mais bel et bien contre l'industrie. Et ces éleveurs, au contraire, nous devrions les soutenir. Parce que si les petits éleveurs disparaissent, quand on va combattre l'élevage, on va éliminer d'abord les plus petits, ils vont disparaître petit à petit, et puis les grands vont s'agrandir parce que la demande ne baisse pas forcément non plus et parce qu'il y aura peut-être toujours des gens qui vont continuer de manger de la viande et c'est quelque chose que je trouve bien puisqu'il y a cette complémentarité entre les végétaux et les animaux, ces déjections qui sont ramenées à la terre, qu'il n'y aurait plus s'il n'y a pas d'animaux. Et cette complémentarité est très importante pour que la terre ne devienne pas non plus un désert qui aurait été surcultivé et surexploité. Si on veut sauver notre agriculture, on doit soutenir ces petits producteurs pour qu'ils puissent vivre et pour qu'ensemble, peut-être, nous puissions lutter contre cette immense industrie qui tente à tout prendre pour elle-même. On ne peut pas simplement balayer l'élevage et le remplacer par de la culture. Nous ne prenons pas en compte les élevages en pente et en altitude, qui ne peuvent parfois pas être cultivés. Nous ne prenons pas en compte
que la culture ne rend pas de micronutriments au sol comme le fait les animaux. Une rotation est nécessaire pour la durabilité du sol. On ne prend pas en compte la quantité de pesticides qui est utilisée pour la culture conventionnelle. Et même le cuivre en bio pourrait devenir un problème s'il devait se généraliser. Avez-vous vu comment le chlorpyrifos a pollué tous les sols en Suisse romande? Avez-vous regardé la carte de plus près et avez-vous constaté que les zones où l'élevage prédomine sont les moins touchées? On ne prend pas en compte la disparition des espèces dans les monocultures intensives de végétaux, mais on a déjà fait cette expérience et sans même nous en rendre compte. 1960, on diabolise les graisses animales. Le beurre, le saindoux sont des graisses locales produites par nos paysans. Mais elles sont boudées par l'industrie car le consommateur n'en veut plus. La plupart des produits transformés nécessitent d'utiliser une graisse saturée pour sa fabrication. Une solution doit être trouvée. Cette solution doit être végétale pour plaire aux consommateurs. Et on se tourne vers l'huile de palme. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous aurez tous compris que la culture de l'huile de palme est une catastrophe écologique, mais aussi éthique. Et malheureusement, c'est devenu le produit phare dans le remplacement du beurre et du saindoux dans tous les produits transformés industriels. Le beurre et le saindoux sont des produits locaux produits par les producteurs qui sont ici. Le remplacement des laits, des viandes animales par des protéines végétales, comme le soja, ont aussi déjà engendré d'immenses monocultures intensives, extrêmement nocives pour les insectes à cause des insecticides, comme le chlorpyrifos, entraînant la disparition des insectes, puis de leurs prédateurs, les oiseaux, puis des prédateurs des oiseaux, etc. En remplaçant un élevage industriel par de la culture industrielle, n'est-ce pas marcher vers de nouveaux problèmes? Distinguer les types d'élevage, permettre aux consommateurs de choisir, cela serait beaucoup plus sensé. Mais attention, il ne suffit pas d'écrire sans OGM. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'herbe génétiquement modifiée et que sans OGM ne voudrait donc pas dire animal au pâturage. Savez-vous que les peuples qui vivent dans les zones les plus désertiques de cette planète vivent de l'élevage et non de la culture? Dit comme ça peut nous paraître logique. Nous avons tous vu ces images de chèvres dans le Sahel, qui sont souvent la seule source de nourriture pour les peuples. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, les hommes la donnent aux animaux. L'animal est capable de rendre cette eau sous forme de lait qui peut être transformé en multiples produits qui peuvent nourrir tout un village. Ces nutriments ne peuvent pas être remplacés par de la culture là où il n'y a pas d'eau. Même la boire serait la mort assurée. Les Inuits ne cultivent pas non plus, et ça paraît encore plus évident vu l'environnement dans lequel ils vivent. Ils n'ont pas le choix que de vivre de produits animaux. Plusieurs pays s'activent aussi, comme le Portugal par exemple, pour réintroduire des chèvres afin de s'attaquer aux buissons arides qui s'enflamment facilement. Un élevage fort, c'est aussi une lutte permanente contre les incendies de forêt. Parlons aussi des autres produits issus de l'élevage, comme la laine par exemple. Quand on élève des moutons, on utilise non seulement les produits comme le lait, tout ce qu'on peut faire avec la viande, mais on utilise aussi la laine. Les moutons doivent être tondus. Si on ne les tond pas, ils finissent par mourir du trop gros poids de leur laine et aussi du risque de s'étouffer. Donc on est obligé de les tondre. Aujourd'hui, on n'utilise plus cette laine, elle n'est plus valorisée parce qu'on s'est tourné vers des matériaux plutôt végétaux. Et cette laine, en Suisse, est officiellement classée comme déchet carné. Et je trouve assez triste, alors que c'est un matériau extraordinaire qui permet de concevoir des vêtements, mais aussi de l'isolation pour les maisons, de devoir importer dans les cas où on en a besoin de la laine de Nouvelle-Zélande et de classer la laine suisse comme déchet carné. Une laine qui est brûlée en général, de manière en fait générale en Suisse. Si nous savions retourner vers les éleveurs et valoriser le produit de leurs élevages, alors la laine pourrait redevenir ce produit extraordinaire qu'elle est.
Alors, faudrait-il consommer moins de produits animaux, mais mieux? Manger moins de produits industriels et manger moins de viande industrielle et plus de viande issue de l'élevage pastoral? Et si au lieu de pallier à un problème grave d'industrialisation de l'élevage par un système de végétaux industriels gigantesques, nous prenions juste le temps de réfléchir à la racine du problème, à la source de nos aliments et à la manière de les produire? Et je pense que la solution pourrait venir des paysans eux-mêmes, s'ils pouvaient s'unir et créer quelque chose avec de la solidarité et trouver eux-mêmes des solutions qui puissent convenir aux animaux, aux hommes qui ne tirent rien, qui ne tirent aucun profit de cette situation, et plutôt que d'avoir une solution qui nous vient de l'industrie. Le système actuel est censé augmenter la rentabilité, mais il nuit à l'autonomie du paysan, à la qualité de vie des animaux, toujours plus dépendants des multinationales, de l'industrie et de la grande distribution. Aujourd'hui, les solutions proposées vont vers plus de technologie, plus de numérisation, plus de dépendance à l'industrie, au réseau et à l'ingénieur. Les solutions connectées qui vont se généraliser vont finir par coûter plus que ce qu'elles n'apportent. Si vous êtes producteur, avez-vous pensé aux solutions que vous avez mises en place pour l'industrie et qui aujourd'hui vous nuisent? Si vous êtes consommateur et que vous remplacez votre viande par des produits végétaux, sont-ils cultivés et transformés localement ou alors de manière équitable lorsqu'ils viennent de loin? À la question « Faut-il manger des végétaux qui viennent de loin plutôt que des animaux qui viennent d'ici ?» Greenpeace répond « Si l'on ignore les effets de protection de l'agriculture, la stabilité des prix, les atteintes aux droits de l'homme et à la déforestation, alors il apparaît que le transport lui-même ne fait pas une grande différence. » Alors c'est sûr que si on enlève tous les paramètres, après c'est facile de dire que c'est plus écologique d'avoir des produits qui viennent de loin. Souvent sur Terre, la fin de l'élevage rime aussi avec la fin d'un peuple. Les Amérindiens, dont les bisons ont été décimés par les colons. Les Samis, toujours en prise avec le gouvernement norvégien, qui tente à maintenir la population de rennes juste au-dessous du seuil de viabilité. Le pharaon, qui pendant les famines prenait les animaux promettant de la nourriture en échange et qui l'année suivante réclamait les terres pour continuer de nourrir le peuple. Nous vivons en zone de montagne. Alors, je ne veux pas faire de nationalisme ou embêter, mais soyons un petit peu humbles et levons les yeux. Qu'allons-nous faire de ces montagnes si nos animaux disparaissent? Nous devrons dépendre d'aliments qui viennent de loin. Si la façon de consommer ne pouvait pas être réglée une fois pour toutes par un seul acte et de manière identique sur toute la Terre, si cela n'était qu'un mirage prêt à disparaître, si la solution locale c'était justement un élevage fort, comme ça l'a toujours été et contre lequel on lutte depuis déjà 1918. Nombre de communautés s'essayant à l'autosuffisance finissent par admettre que sans animaux, l'autonomie n'est pas envisageable. Ils sont une force. Ayons l'humilité de le reconnaître. Il se peut que nous puissions dépendre d'eux et de les respecter au point d'accepter que la laine ne soit pas un déchet carné, mais un don précieux de la nature. Ayons l'humilité de ne pas remplacer le mouton au verger par une tondeuse électrique qui marche avec un panneau solaire. Soutenir la biodiversité, c'est justement soutenir la diversité. Et la complémentarité entre ces végétaux et ces animaux en fait partie. Et il est possible en Suisse de se nourrir de produits animaux qui proviennent de nos pâturages. Voilà, terminé. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu avant une main qui se levait. J'avais une question parce que il disait que
difficilement nourrir d'herbe. Et de plantes aussi, ou bien? Non, l'herbe, c'est vraiment spécifique parce que l'herbe, c'est vraiment très très riche en cellulose. C'est quasiment que de la cellulose que l'homme ne peut pas digérer. Ouais, l'herbe, comme tu vois derrière. Ouais. Mais pas les plantes en général, non. Il y a beaucoup de plantes, ouais, la plupart des plantes sont comestibles, ouais. Pas toutes. Oui. Les prairies, les surfaces ouvertes, je suis pas sûr que ça capte plus de carbone que la forêt. Alors effectivement, les résineux, je suis d'accord, parce qu'ici il n'y a que des résineux, ouais. C'est un peu une catastrophe. Mais les feuilles, non. Et non seulement ça capte plus de carbone, mais en plus ça permet au bétail de se cacher du soleil, ouais. Notamment les moutons qui détestent le soleil. Les vaches, à l'origine, ce sont des animaux qui sont des animaux de forêt et pas de prairie. Ouais. C'est l'homme qui les a mis dans la prairie. Et puis surtout, les vaches, elles se nourrissent de certains arbres, ouais. À des moments très précis. Et ça, elles l'ont perdu parce qu'elles sont, ouais. Au milieu de déserts de prairies. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas pensé à préciser, mais les arbres sont quand même hyper importants. Il faudrait toujours avoir cette complémentarité entre la culture, les animaux et des arbres et des haies pour apporter justement ces coins d'ombre. Les arbres permettent aussi d'amasser l'eau dans le sol. Sans les arbres, on ne récolte pas autant d'eau. Voilà, les nappes phréatiques, sans les racines des arbres, on peut mettre une croix dessus aussi. Hein. Après, les chiffres par rapport au captage du CO2 des prairies par rapport aux forêts, c'est des chiffres suisses. Donc après, je ne sais pas si ça change en fonction du type de forêt, etc. Mais en tout cas, c'est des chiffres officiels, mais qui sont vraiment spécifiques à la Suisse. Voilà. Tu parlais avant d'une des solutions serait que les paysans se mettent ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas de syndicats de paysans qui travaillent ensemble? Alors, il y en a, oui, il y en a. Après, ce qui est difficile, c'est que souvent, c'est difficile de se mettre tous ensemble. Là, il y a aussi un peu quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est que les paysans bio travaillent entre eux, les paysans conventionnels travaillent entre eux. Il y a une grosse séparation entre les différentes façons de faire. Et puis, ce qui serait vraiment important, c'est qu'ils puissent un petit peu gommer toutes ces différences, aller au-delà des barrières et puis dire qu'est-ce qu'on fait maintenant tous ensemble. Après, les fêtières, il y a l'association fêtière des paysans, mais les fêtières, c'est vrai que ça devient difficile parce que c'est des organisations qui deviennent gigantesques et puis qui gèrent les choses de manière vraiment générale et puis qui imposent aussi des choses qui ne conviennent pas forcément à manière plus locale. Ouais. Alors c'est plus difficile. Voilà, ça devient de la politique, exactement. Oui. Tu sais si dans la politique agricole en Suisse, c'est encourager la complémentarité entre les cultures, des céréales, enfin des cultures, et l'élevage? Alors c'est quand même encouragé. Souvent, des paysans qui font que de l'élevage, qui font que de l'élevage, ouais. Et quasi pas de culture. Non, c'est quand même encouragé en Suisse d'avoir cette complémentarité. Et puis d'avoir aussi une rotation entre la culture, l'élevage, que les sols puissent être une année pâturés, une année cultivés. Après, ça tend quand même à se perdre. Et puis ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'avec la tendance justement vers moins de produits animaux, chez les politiciens, il y a beaucoup de gens qui commencent à réclamer que les paysans qui font que de la culture aient plus de subventions que ceux qui ont des animaux. Donc là, on perdrait encore plus cette complémentarité parce que les gens se tourneraient plus que vers la culture pour pouvoir bénéficier de plus d'aide de la Confédération. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est fait maintenant, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de politiciens qui appellent à faire. Et puis par rapport à la biodiversité, ça c'est encouragé aussi, la politique agricole. Oui, alors après c'est encouragé, mais la politique agricole, ce qui est un petit peu complexe, c'est que par exemple là, il y a un nouveau plan pour 2022. C'est un pavé de 250 pages avec des détails qui sont très complexes mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité du paysan. Donc pour le paysan, pour pouvoir mettre ça en place sur son exploitation, ça devient un truc qui est complètement en dehors de ce qu'il vit réellement. Alors ça devient un petit peu compliqué. Puis ce qu'il y a, c'est qu'avec les plans agricoles, ils sont aussi
prévues par rapport à ce que font les autres pays pour qu'on puisse continuer l'import-export sans que ça pose des problèmes au niveau des autorisations. Alors on ne tient pas du tout compte, en fait, ou très peu compte de la réalité de ce qu'exige la terre et le travail du paysan. C'est plutôt des décisions qui sont politiques et puis des normes ensuite qui sont imposées aux paysans. Mais en Suisse, pour avoir les paiements directs, il y a quand même une base qui est censée vraiment favoriser la biodiversité avec justement des zones de jachère, des zones où on échange entre élevage et culture. Voilà. Oui, puis il y a des réseaux écologiques aussi, je voulais rajouter. Hein. Il y a quand même eu un gros pas en avant sur l'écologie quand même. Voilà. Oui, il y a des réseaux écologiques auxquels on doit adhérer. Ouais. Il y a beaucoup d'associations aussi qui font des choses vraiment, un travail incroyable, hein, comme Unitaire par exemple, qui œuvre vraiment pour que cette biodiversité elle puisse rester et puis pour soutenir aussi les paysans. Là par exemple, il y a la Confédération qui a décidé de permettre l'import de 1000 tonnes de beurre à partir du mois de juin, 1000 tonnes de beurre étranger. Ça, c'est des choses qui sont vraiment catastrophiques pour nos producteurs. Sitôt qu'ils n'arrivent pas à fournir la quantité exigée par l'industrie, on les boude et puis on va chercher à l'étranger. Alors ça, c'est des choses, par exemple, qu'Unitaire combat vraiment de manière très active. Mais malheureusement, la fêtière du lait a tendance plutôt à dire oui, mais c'est normal. Enfin, ne se pose pas vraiment en défenseur. J'avais une question concernant, comme tu as dit, l'élevage des vaches ou des génisses ici et tout. Quoique dans les grandes exploitations, c'est quand même quand tu vois des vaches avec des tétines énormes, donc elles ne sont pas nourries qu'à l'herbe de longtemps. Et puis quand même la culture du porc et maintenant c'est devenu quasi industriel. En Suisse, oui. En Suisse, et même chez nous. Oui. Et même en Gruyère. Oui, alors je crois que dans le canton de Fribourg, il n'y a pas d'élevage de porcs qui sont sur l'herbe. Hein. Il y en a à Genève, il y en a à Berne. Mais dans le canton de Fribourg, l'élevage de porc, il est vraiment industriel et puis de poulet aussi. Poulet aussi, et ça va plutôt en s'accélérant que diminution puis revenir. Oui, il y a vraiment une pression pour qu'on agrandisse puis qu'on intensifie encore. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment une lutte contre les produits animaux de manière générale. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas ce soutien pour que des agriculteurs aient l'envie ou la possibilité de revenir à quelque chose de plus sain pour la terre, tout simplement. Est-ce que tu penses qu'au vu de l'évolution du nombre de la population, ça c'est quelque chose qui a quand même beaucoup évolué ces dernières dizaines d'années, est-ce que ce que tu présentes comme système, tu imagines ça compatible avec l'évolution de la population en nombre qu'on vit actuellement? Alors, c'est pas quelque chose que je pourrais dire oui ou non de manière sûre, mais quand on regarde dans le monde, la plupart des populations vivent vraiment de cet élevage et de ces cultures qui sont proximales, qui sont de proximité. Et ce qui est industriel va nourrir à peu près 20% de la population. Alors j'imagine qu'on peut ni nourrir toute la population mondiale avec de l'élevage industriel, même en complémentarité avec des végétaux, ni nourrir tout le monde avec une grosse exploitation de produits végétaux. J'imagine plutôt, mais voilà, c'est pas du tout la tendance actuelle, mais qu'il faudrait vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus local. Par exemple, ce qui correspond à la Gruyère devrait se faire en Gruyère, ce qui correspond au Sahel se fait au Sahel, mais essayer de pas généraliser et industrialiser tous les systèmes dans le but de produire des masses de nourriture. Et un chiffre qui m'avait choqué, par exemple, c'est un grand distributeur qui tue à peu près 30% de plus de porcs par rapport à ce qu'il sait qu'il va vendre pour être sûr que les rayons soient pleins. Et puis ça, j'appelle pas ça nourrir la population, c'est vraiment juste du marketing, des beaux étalages. Mais on pourrait très bien nourrir la population avec un système différent. Mais ça peut avoir l'air complètement utopique de vouloir revenir à ces systèmes plus simples, plus locaux. Ouais.
On travaillait dans une usine de fabrication de saucissons en France, chez Jean Capi. Les mètres cubes de porc, ça arrivait par un ster de porc, comme ça, qui était couvert de mouches, qui passait directement dans les machines. Et il faut savoir qu'à la sortie des machines, il y avait déjà la moitié qui tombait dans les machines, qui était déjà jetée, parce qu'elle partait à la poubelle. Après cette moitié-là, c'est ce qui part dans les grandes surfaces et tout ça, quoi. Avec le tout le gâchis qu'il y a, à mon avis, il y en a déjà la moitié en plus après, donc je pense qu'il y a déjà 3/4 de la bouffe qui part à la poubelle avant d'être. À mon avis, je pense que en tout cas l'industrie, bien sûr, soit un grand avenir pour. Oui. Ouais, c'est vrai que je pense qu'avant de lutter contre l'élevage, on pouvait aussi lutter contre ce gaspillage et puis contre ces systèmes industriels qui font vraiment souvent du gâchis quoi, avec la nourriture. Oui, mais ce qu'il faut aussi, c'est que dans la distribution, on soit aussi correct vis-à-vis des gens qui achètent. Ouais. Parce que, genre, dans les marchés, je sais pas, juste là ou ailleurs, les 3/4 du marché, c'est des produits d'Allegro. Donc, il faut être honnête, il y a des gens qui font l'effort d'aller au marché pour prendre des choses des paysans, des maraîchers, tout ça, locaux, et ils n'ont pas cette offre. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Donc ça, il faut lutter contre ça pour être en accord avec le marché. Alors c'est là que justement ça vaut la peine de connaître les gens, d'avoir un cercle vraiment local justement, de personnes de qui on sait d'où ça vient, on sait que c'est leur produit, etc. Parce qu'après, on ne peut jamais être à l'abri bien sûr d'un tricheur. Quoi, mais je préfère quand même... bon, c'est difficile à dire, mais voilà. C'est vrai que rien que le fait d'aller au marché, ça permet déjà de rencontrer les gens. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup que parfois, il y a des produits qui ne viennent pas forcément de chez eux, ni même de culture maraîchère locale. Mais ce n'est pas précisé. C'est là qu'il y aurait un gros travail à faire. C'est sur l'origine des produits, comment ils ont été produits. Et puis après, chacun peut choisir. Il y a des gens qui vont être tout à fait à l'aise d'acheter un produit qui vient de l'industrie, et puis d'autres qui auront envie de favoriser autre chose. Tout est possible, mais c'est vrai que de savoir, ce serait important. Juste pour rebondir sur sa question, il faut savoir que le taux d'approvisionnement en Suisse, c'est 50%. Ouais. Donc même si on va tous chez les petits producteurs, il faut savoir qu'en Suisse, on ne produit pas suffisamment. Ouais. Et on a voté sur la souveraineté alimentaire. 18. On a cette volonté, mais c'est quand même pas suffisant pour nourrir tout le monde. Ouais. Oui, ça c'est vrai qu'au niveau suisse, on va pas tout pouvoir produire. Et puis, j'avais un chiffre, mais que j'ai jamais retrouvé la source, malheureusement, je le cherche toujours. Mais c'était un chiffre qui disait que si on passait à 100% élevage en Suisse, ce qui serait stupide de faire, on est d'accord, mais on pourrait fournir 100% de la population. Et si on passait à 100% de végétaux, on pourrait fournir 40%. Donc, c'était juste pour mettre en évidence, en fait, le type de sol qu'on a, avec ces sols en altitude et en pente qui ne permettent pas forcément de fournir des végétaux pour toute la population. Mais c'est vrai que de toute façon, on va devoir continuer de faire de l'import. Et puis ça aussi, ça vaudrait la peine de pouvoir différencier d'où ça vient et comment ça a été produit. Je peux rebondir à ça, mais je pense aussi que c'est parce que déjà les consommateurs gaspillent aussi. En tant que consommateur, on gaspille. Puis après, j'ai l'impression par rapport à d'autres époques, en tout cas, notre alimentation elle n'est pas très variée. Donc si on mangeait un petit peu de tout plutôt que de se focaliser sur manger du poulet et puis des pâtes, on arriverait peut-être à être aussi plus autonome si on acceptait de manger des vieilles céréales ou même des vieilles variétés de légumes en hiver ou comme ça, mais finalement on mange très peu de variétés. Oui, alimentaire, bien sûr. Oui, mais après on peut revenir en arrière de ça. Non, il faut. Ouais. Peut-être rediversifier un peu tout ce qui est possible de cultiver localement et puis gagner en autonomie. Oui, je pense, ouais. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur le plan Walloon. Le plan Walloon, ils avaient voulu mettre en place que pour nourrir les 4,5 millions de Suisses qu'il y avait à l'époque, il fallait doubler les terres
cultivable en Suisse. Oui, justement, c'est à partir de là aussi. On était que 4. C'était un des premiers plans de lutte contre l'élevage en Suisse, en fait, qui voulait vraiment réduire les têtes de bétail et puis augmenter la culture. Je me demandais, il faudrait, si on voulait créer une agriculture locale pour avoir des territoires un peu plus résilients, est-ce qu'ils arrivent à estimer combien de pourcentage de gens devraient devenir des agriculteurs en fait? Parce que des fois j'ai l'impression aussi qu'on est dans une société qui a de la peine à négocier son style de vie, mais qui voudrait quand même qu'on revienne à quelque chose de résilient sans forcément devoir prendre la responsabilité de ça. Je me demande si on imaginait un plan, combien de pourcentage devrait au lieu des 4% actuels? 4. Alors, j'ai pas de chiffres pour estimer pour le futur, mais par contre, j'aurais des chiffres du passé. Je crois que jusque dans les années 70 ou 50, il faudrait vérifier. Et 80% de la population fribourgeoise était agriculteur. Et puis justement, en 1918, au moment du plan Wallon, dans le canton de Fribourg, il y avait autant d'êtres humains que de têtes de bétail. Et maintenant, voilà, ça s'est considérablement réduit. Alors, je ne sais pas s'il faudrait revenir à des proportions aussi élevées ou bien si avec les nouvelles choses qu'on a développées, on peut aussi intégrer, parce que c'est aussi de la connaissance, hein, c'est aussi des choses qu'il faut accepter comme qui peuvent être une source de vrai progrès si on les utilise peut-être différemment. Mais en tout cas, une grande partie devrait quand même mettre la main à la pâte, j'imagine. Juste je ne sais pas si tu as déjà mentionné ça, mais il paraît qu'avant, dans la région, il y avait beaucoup plus de culture de céréales, par exemple, que d'élevage. Et après, petit à petit, les paysans sont passés à plus en plus d'élevage parce que ça rapportait plus avec le fromage, avec la viande. Oui, ils ont beaucoup laissé tomber, paraît-il, les cultures de champs, de blé, tout ça, de céréales. Alors, pour le canton de Fribourg, je n'ai jamais entendu, mais c'est possible. C'était peut-être 19, 1890, tout comme ça, puis jusqu'à... C'est pas exactement les années. Il y avait plus de... Après, il y a de plus en plus d'éleveurs, en fait, qui ont plus élevé des vaches parce que ça leur rapportait plus. Alors, en tout cas, en plaine, c'est vrai qu'en plaine, il n'y avait pas vraiment les animaux. Les animaux étaient vraiment plutôt en montagne. Et d'ailleurs... on s'est moqué beaucoup des paysans qui faisaient du fromage en plaine. Au début, on a dit, mais c'est pas du fromage, on peut pas faire du fromage en plaine, ça n'existe pas. Enfin, c'était un non-sens total à l'époque de produire du fromage en plaine. Et puis la plaine, c'était vraiment pour la culture. Mais après, je sais pas justement les altitudes, ce que ça représente par rapport à la région ici. C'est vrai, c'est Émilie. J'ai lu un rapport récent, mais qui avait été fait par des jeunes boulangers, qui expliquaient qu'en Gruyère, la production de viande est venue avec les riches qui commençaient à s'installer, qui mangeaient de la viande, mais alors que les gens cultivaient beaucoup. Et mon père disait encore qu'il cultivait de l'épeautre parce que c'était une céréale assez rustique, qui poussait là alentour assez facilement. Et finalement, la viande des riches, c'est toujours le rêve des pauvres, et puis on est arrivé comme ça. Mais c'est juste cette évolution. Et on employait les bovins pour tirer les chars, c'était pas de chevaux. Donc voilà, ça c'est sur 150 ans. Mais c'est vrai qu'avant, on n'élevait pas les animaux pour la viande, ça se faisait pas du tout. La vache, on l'élevait plutôt pour le lait, et puis on la gardait le plus longtemps possible. Je me rappelle d'un ami qui disait qu'il y a un peu plus d'une 50aine d'années, qui se rappelle le jour où ils ont mangé la vache, mais la vache, elle avait 20 ans, et puis après, il n'a plus jamais mangé de bœuf jusqu'à maintenant, justement, où c'est devenu un petit peu à la mode, mais ça se faisait absolument pas de manger du bœuf ou de tuer sa vache pour la manger. On avait les cochons, les poules, et puis les animaux qui pouvaient produire quelque chose, on les gardait pour ça. Et puis justement, le cochon pouvait fournir
la viande pour l'hiver, parce qu'il y avait moins de choses aussi au niveau du jardin, quoi. Et cette viande, avant que le frigo existe, on était obligé de l'avoir fini avant la fin de l'hiver, ce qui veut dire qu'après, on mangeait encore les salaisons quand le printemps revenait, ce qui tenait le plus longtemps. Mais après, on vivait plutôt des végétaux. Il y avait aussi en fait un cycle pour les humains, tout simplement. On mangeait pas de la viande toute l'année, des légumes toute l'année. On mangeait ce qu'il y avait au moment où c'était logique pour la terre qu'il y ait ça maintenant, quoi. Mais l'animal maintenant est devenu en fait on l'élève pour la viande. Et ça, c'est pas du tout logique, ça c'est sûr. Alors, s'il n'y a plus de questions, Greg m'a dit qu'après chaque intervention, il y a un chapeau qui passe. Et moi, j'ai à cœur que mon message il soit entièrement gratuit. Par contre, le chapiteau, lui, n'est pas entièrement gratuit. Il y a des gens qui ont énormément travaillé, qui ont fait un travail magnifique. Donc, je tiens à ce que le chapeau leur revienne. Voilà. Merci.